Déjà, en 1933, les nazis prenaient les mesures nécessaires en vue d'une guerre. 3 ans plus tard, en 1936, un plan est mis en place. Ce plan précise que l'armée et les fabriques d'armement doivent être opérationnelles en l'espace de 4 ans. La Tchécoslovaquie et l'Autriche sont annexées et en septembre 1939, l'Allemagne déclare la guerre à la Pologne. Le gouvernement avait également prévu le travail forcé des prisonniers de guerre dans l'économie allemande. Puisque les hommes étaient appelés sous les drapeaux, il fallait compenser le manque de main-d'œuvre dans l'agriculture, l'artisanat et l'industrie. Le Stalag, abréviation pour Stammlager, c'est-à-dire camp d'origine. Ce n'était pas un camp de concentration en vue d'une extermination des détenus pour des raisons idéologiques. Les stalags étaient des camps de prisonniers de guerre répartis sur toute l'Allemagne et les régions occupées. Celui de Moosburg, en Bavière, dans le sud de l'Allemagne. Cette photo est prise en septembre 1939. Les représentants des autorités munichoises discutent le choix du terrain désigné. Et ils ne sont pas séduits, car il est insalubre et dans une zone inondable. Mais à Munich, on s'obstine pour d'autres raisons. Moosburg se trouve sur la ligne ferroviaire Munich-Landshut, c'était donc très pratique pour les transports. Et puis le terrain était situé à l'extérieur de la ville, donc facile à surveiller, mais en même temps assez proche pour pouvoir profiter de l'infrastructure d'une ville. Sur ce plan, on voit la ville de Moosburg entourée d'eau, avec l'Isar et l'Amper. Vous voyez aussi la ligne de chemin de fer et la fourche vers le camp, et bien à l'écart de la ville, le camp et la caserne des gardiens à 300 mètres du camp. Voici maintenant l'entrée du camp, avec de chaque côté les baraques. Ici, le mirador de l'entrée. Cette photo a été prise du haut du mirador. On voit l'allée principale du camp et on se rend compte de l'étendue de ce stalag. Il est devenu au cours des années l'un des plus grands d'Allemagne. Prévu à l'origine pour 10 000 prisonniers, il en comptait à la fin de la guerre plus de 70 000. Au total, plus de 150 000 soldats furent enregistrés dans ce camp. À titre de comparaison, la ville de Moosburg comptait à l'époque 6 000 habitants. Actuellement, elle en compte 18 000. Et voici maintenant le plan du camp, dans le même axe que la photo précédente. Tout en bas à gauche, à nouveau, la gare du Stalag. À l'entrée, sur la gauche, un très grand hangar pour stocker le bois, le charbon et les aliments. Les prisonniers étaient hébergés séparément par nationalité. Certaines baraques étaient conçues pour recevoir 400 hommes, d'autres 200. Tout en haut à gauche, une baraque qui servait à la fois pour le théâtre et les offices religieux. En dessous, les baraques des Français. Les Russes étaient hébergés tout à droite, à part. On verra pourquoi par la suite. Les militaires et le service de travail obligatoire du Reich commencent la construction du camp. Mais 3 semaines plus tard, 1400 prisonniers arrivent déjà, venant de Pologne et d'Ukraine. On installe alors rapidement des tentes. Peu à peu, des baraques sont construites par les prisonniers eux-mêmes. Ici, au premier plan, les baraques sont en train d'être construites. À l'arrière-plan, les tentes. Comme vous le voyez ici, le camp était entouré d'une allée bordée de barbelés,
le long desquels se promenaient des chiens de garde. En 1940, ce que l'on avait redouté arrive, des inondations. Parfois, plus de 1000 nouveaux prisonniers étaient acheminés quotidiennement par train au camp. Ici, une longue file de prisonniers attendent pour entrer dans un centre provisoire d'épouillage et de désinfection. On l'avait rapidement installé dans une usine d'engrais chimiques. Ensuite, on les conduisait au camp central. Là, on leur confisquait les armes, l'argent et les objets de valeur, ainsi que les objets dangereux pouvant servir à une évasion. Ce n'était pas tout de construire un camp. Il s'agissait surtout d'organiser l'hébergement, l'approvisionnement et l'évacuation des déchets sur un long terme. Ici, sur la photo, une longue colonne de marchands qui viennent approvisionner le camp. Quotidiennement, il fallait jusqu'à 8 tonnes de pain, 30 tonnes de pommes de terre. L'alimentation était monotone. Les paquets de denrées alimentaires venant de la patrie et de la Croix-Rouge constituaient un complément important, surtout vers la fin de la guerre, alors que l'approvisionnement se dégradait. Parmi les prisonniers, on recrutait du personnel médical pour l'infirmerie. Les maladies et blessures bénignes étaient soignées dans des infirmeries, les cas plus graves à l'hôpital militaire du camp ou celui du Domberg à Freising. Sur cette photo, des travailleurs français en commando de travail. De quel travail s'agissait-il ? Il y avait des commandos individuels dans lesquels un seul prisonnier était affecté à une exploitation agricole ou une entreprise artisanale. Des commandos comprenant jusqu'à plusieurs centaines de prisonniers travaillaient dans de grandes entreprises industrielles. Il existait plus de 250 commandos de travail sous l'autorité du Stalag. Ici, des travailleurs hindous. D'autres commandos français. Les Français étaient réputés pour leur bonne connaissance en agriculture. La plupart d'entre eux travaillaient dans des fermes et étaient hébergés sur place. Les prisonniers recevaient une petite rémunération avec laquelle ils pouvaient faire des achats dans le Stalag. De l'humour. Départ pour la France. Service rapide. En dehors d'une communication concernant le travail, les contacts privés avec la population civile allemande étaient interdits. Mais bien sûr, des liens très étroits ont quand même été tissés entre la population et les prisonniers. D'ailleurs, une association française s'occupe du rapprochement de familles de chaque côté du Rhin. Les descendants veulent connaître leurs parents consanguins. Au total, près de 72 peuples étaient représentés. La plupart étaient traités selon la Convention de Genève. Je dis « peuple » car on retrouve dans les archives non seulement la dénomination français, mais aussi breton, alsacien, normand, corse, basque. Il y avait aussi des soldats des colonies françaises et britanniques venant d'Afrique. Ici, en conversation avec un officier, l'échange a l'air amical. Ici, du Soudan. Les dents taillées en pointe sont un signe de reconnaissance de tribu. D'Asie. Encore d'Asie. De Chine. D'Inde. D'Australie. De Croatie. Du Monténégro. Le traitement des prisonniers différait selon les peuples. Les prisonniers russes, ici sur cette photo, n'étaient pas traités de la même façon, car cette guerre était dès le départ une guerre idéologique et raciste basée sur l'anéantissement du bolchevisme et des juifs.
Le juif bolchevique était un sous-homme, et les prisonniers russes, qui arrivaient déjà sans force au camp, étaient traités en conséquence. Certains ont été transférés dans les camps de concentration de Dachau et de Buchenwald et exécutés sous l'ordre de la Gestapo. Nous sommes dans le cimetière d'Oberreit. Oberreit est un quartier situé à environ 5 km au sud-ouest du centre de Moosburg. Quelques 1000 prisonniers sont morts dans le camp. Sur ces 1000 prisonniers, 800 étaient russes. Ici, quelques tombes de soldats français avec des croix un peu mieux travaillées. Même après la mort, les inégalités restent présentes. Les lettres et cartes postales étaient soumises à la censure, mais constituaient la seule possibilité d'informer et de garder le contact avec la famille. Ici, la carte d'un prisonnier envoyé dans le Gard. Il fallait beaucoup de traducteurs pour contrôler 140 000 lettres et paquets qui arrivaient au camp et 70 000 par semaine qui en sortaient. Le personnel dirigeant du camp devait fournir d'énormes efforts pour maîtriser le nombre grandissant de prisonniers et malgré tout, la direction a toujours fait ce qui était en son pouvoir pour rendre supportable la vie des incarcérés. Par exemple, ils étaient libres de pratiquer leur religion. Ici, une procession avec en tête le drapeau de Saint-Yves. Une procession de la Fête-Dieu. Des assistants pastoraux militaires allemands et des prêtres prisonniers assumaient l'aide spirituelle dans l'une des baraques réservées temporairement à cet effet. Vous voyez ici des boxeurs. La vie était monotone et les autorités du camp encourageaient ces activités que les détenus organisaient. Des compétitions sportives, comme ici de boxe ou d'athlétisme. Il y avait aussi des activités culturelles et un échange interculturel important qui permettait d'adoucir la captivité. Ici, un spectacle de théâtre d'une troupe française. Plusieurs orchestres français. Un joueur d'accordéon. Des musiciens italiens. Ici, des partitions qui nous sont restées. Une université à l'intérieur du camp avait même été organisée par les prisonniers. Voici maintenant des dessins d'artistes qui illustrent la vie dans le camp. Une affiche de Loire, fête des valeurs françaises. Comme on l'a vu plus haut, l'humour n'était pas en reste. Ici, les deux langues l'une à côté de l'autre. L'humour chez les Gefangs. C'était l'abréviation des Français pour Gefangene, c'est-à-dire prisonniers. Deux illustrations de Bertrand. L'une montrant des prisonniers aux prises avec des poux, l'autre des Noirs. Le coiffeur de Gerhoff. Un chien de garde en action de Gerval. Les cheminées des baraques de Paillet. Le travail dans le camp de Rigaud. Les tentes en 1940 encore de Rigaud. La forêt en bordure du camp de Tamut. Un prisonnier est entouré d'un mirador, un gardien et un chien de garde. Il porte un très lourd fardeau. Dans le sac, ses souffrances morales, solitude, désespoir, doute, incompréhension, vexation, esclavage, absence. Il est attaché à des poteaux qui portent les noms de dénutrition, exil, solitude, épuisement. Un petit oiseau, nommé Espoir, le soutient. Et la légende du dessin ? Et vous avez peur qu'il s'évade ? Avec un point d'exclamation. Ici, une illustration de Bertrand. Au centre,
un officier allemand qui s'intéresse à l'illustration d'un prisonnier. Autour d'eux, un groupe d'artistes de la baraque numéro 25. Le nom de chaque artiste représenté est inscrit sur la peinture. Un dessin de Volti, qui en fait était sculpteur et qui a aussi réalisé plusieurs reliefs pendant sa captivité. L'un des reliefs de Volti, mais nous en reparlerons plus tard. On voit sur cette photo que le camp est bondé. Vers la fin de la guerre, les Alliés libèrent peu à peu les camps au fur et à mesure qu'ils avancent. La direction nazie ne veut pas que les prisonniers tombent aux mains des ennemis. S'ensuit alors une longue marche des détenus vers les camps situés dans le sud de l'Allemagne et donc aussi de Moosburg. Enfin, le camp est libéré, en avril 1945, par des troupes américaines. Après la libération, le camp n'est pas resté inutilisé. Le gouvernement militaire américain a d'abord transformé le camp en camp d'internement civil numéro 6. Plus de 10 000 fonctionnaires du Troisième Reich et des personnes soupçonnées d'avoir soutenu le régime nazi y ont été emprisonnés jusqu'en 1948. À partir de 1948, une nouvelle orientation est donnée au camp. Des expulsés venant de Tchécoslovaquie, de Pologne, de Hongrie, de Roumanie, de Yougoslavie ont trouvé une nouvelle patrie dans les baraques de l'ancien camp. Dans les années qui ont suivi, un nouveau quartier s'est formé, l'actuelle Neustadt, la nouvelle ville. Comme vous pouvez le constater, la structure du camp est encore reconnaissable à la disposition des rues et à certains bâtiments. Après la guerre, 2 lieux de mémoire ont été édifiés. L'un dans la Neustadt en 1963, à partir des reliefs sculptés de Volti que nous avons vus auparavant. Une fontaine a été construite et placée dans la Neustadt. Elle prend le nom de Fontaine des Français. Ici, la cérémonie d'inauguration en 1963. L'autre lieu de mémoire se trouve à Oberreit. En 1982, la commune a acheté le terrain sur lequel se trouvait l'ancien cimetière des prisonniers de Moosburg et y a dressé une croix symbolisant la paix et la réconciliation. Une association est fondée début 2014. Elle a pour objectif de réactiver et faire percevoir l'histoire du stalag. Elle a donc élaboré un concept pour compléter les lieux de mémoire déjà existants. Elle a publié une documentation scientifique sur l'histoire du stalag. Réalisé un dépliant en 6 langues, ainsi que ce diaporama en 3 langues. Et organiser des cérémonies et des expositions en collaboration avec la municipalité. Sur ce plan, l'évolution de la ville depuis 1945. Aujourd'hui, le camp est complètement intégré dans la ville. Les nouveaux habitants ont largement participé au développement de Moosburg après la guerre. Vous voyez les 3 lieux de mémoire, nouvellement inaugurés, l'entrée du camp, la place de la mémoire du stalag et l'ancien cimetière d'Oberreit. Vous voyez aussi sur ce plan le musée de la ville, où se trouvent de nombreux objets et témoignages concernant cette époque, notamment cette maquette du camp.
La première action de l'association a été réalisée au printemps 2014 avec une exposition sur la musique dans le camp qui a été montrée dans le hall de l'Université populaire. Le thème en était « Notre espoir ». Ici, la partition originale de Jean Berguet, un compositeur français interné dans le camp. À l'approche du 75e anniversaire de l'ouverture du camp, l'association a pris l'initiative de reconfigurer l'ancien cimetière d'Oberreit. Ici, une vue d'ensemble de l'ancien cimetière nouvellement modifié. À cette occasion, une pierre tombée dans l'oubli a été restaurée et placée dans le cimetière. Cette pierre a été sculptée par un soldat polonais chez un marbrier de Moosburg en mémoire à ses camarades enterrés. Un arbre a été planté par les représentants des confessions catholiques, protestantes, orthodoxes et musulmanes, en présence d'environ 200 personnes. En 2015, c'est le 70e anniversaire de la libération du camp. L'association organise alors une semaine commémorative. Cette semaine commence par une exposition sur les hommes dans le camp. Elle a été réalisée à partir de photos qui avaient été prises dans le camp. Toujours dans le cadre de cette semaine, à nouveau dans l'ancien cimetière d'Oberreit, une artiste a réalisé une installation représentant les prisonniers morts. Un musicien, accompagné par un trompettiste, a joué le signal du stalag qu'il a composé pour la circonstance. Une délégation de drapeaux de différentes associations d'anciens combattants de la région a rendu hommage aux morts. Des gerbes ont été déposées au pied de la croix. En bleu, blanc, rouge, la gerbe de Brie-sur-Marne, ville française jumelée avec Moosburg. Le lendemain, moment fort de la semaine anniversaire, de nombreux hommes politiques et consuls de nations auxquels appartenaient les prisonniers du stalag avaient été invités. Ici, le consul de France à Munich, en conversation avec son homologue américain. Au centre, le présentateur. L'adjointe au maire de Brie-sur-Marne. Les personnalités et les habitants sont allés en cortège de l'emplacement où était l'entrée du stalag jusqu'à la place où se trouve la fontaine des Français. Des roses rouges et blanches, couleur du blason de la municipalité, ont été déposées par les participants au pied des panneaux d'information nouvellement installés. Un ensemble d'instruments à vent accompagnait musicalement la cérémonie. Madame le maire de Moosburg. Le consul américain à Munich. Des lycéens de Moosburg, ayant participé à un séminaire sur le stalag, ont dit en 6 langues. Nous commémorons les prisonniers du stalag 7A à Moosburg, car ce n'est qu'en se penchant sur notre passé que nous pouvons former l'avenir d'une Europe unie et paisible. Puis, ils ont inauguré avec Madame le maire la nouvelle place qui s'appelle désormais Place de la mémoire du stalag, devant la fontaine des Français. Pour terminer ces journées de commémoration, un évêque polonais émérite, qui milite pour le rapprochement des peuples et des religions, a signé le livre d'or de la ville. Le soir, il a célébré un office religieux en l'église Saint-Pius, en présence de représentants des cultes protestants, orthodoxes et musulmans. Pour terminer le cycle de l'année,
une installation a été organisée et réalisée par une artiste. Son titre, 150 000. Ce nombre symbolise les nombreux prisonniers du camp. Pour clôturer momentanément cette série d'actions, l'association a installé des panneaux d'information devant l'emplacement de l'entrée du camp, avec vue sur l'allée principale. Ils ont été inaugurés en avril 2016 à l'occasion de la visite à Moosburg d'un ancien prisonnier du stalag 7A accompagné de sa famille. Ici, sur la photo, avec Madame le maire de Moosburg et le président de l'association du stalag. En conclusion, le contenu d'une lettre envoyée en France en octobre 1941. Du côté moral, le temps paraît bien long, et cette captivité devient de plus en plus lourde. Il manque la famille et la liberté. L'espoir de retrouver cela est notre seul but. Espérons malgré tout que dans peu de temps nous n'aurons plus à nous écrire, que nous pourrons enfin nous retrouver comme autrefois dans la paix, dans une Europe délivrée, sinon pour toujours, du moins pour longtemps, de ce cauchemar et de ce fléau que sont les guerres.